Des combats autour de Goma entre l'armée nationale et les agresseurs rwandais sous couvert du M23. Le chef-lieu de la province du Nord Kivu tombera-t-il entre les mains des agresseurs? Situation humanitaire dramatique. Comment mobiliser les 2,6 milliards de dollars américains annoncés par les Nations Unies et le gouvernement congolais? Face à face spécial ce mardi 27 février, après le journal de 19h. Avec Jean-Baptiste Kassekwa, secrétaire général adjoint de l'ESID et ancien député national de Goma. Rediffusion mercredi 28 février, après le journal de minuit et après le journal de 7h. Des combats autour de Goma entre l'armée nationale et ses alliés d'une part et les Rwandais sous couvert du M23 de l'autre. Le chef-lieu de la province du Nord Kivu tombera-t-il aux mains des agresseurs? Situation humanitaire dramatique, conséquence de cette guerre. Comment mobiliser les 2,6 milliards de dollars de besoins et que faut-il en faire sur le terrain? Jean-Baptiste Kassekwa, bonjour. Bonjour Thierry. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'ESID, parti de Martin Fayoulou, mais surtout député national honoraire du Nord Kivu. Vous revenez fraîchement de Goma, c'est à ce titre que nous vous recevons d'ailleurs. Quelle est la situation que vous avez trouvée sur place? Le jeudi 12 février, j'étais à Mugunga. Mugunga, c'est un des quartiers de la ville de Goma, à cheval entre Sake et Goma. Et à Mugunga, j'ai retrouvé un drame. L'image que j'avais à l'esprit, c'est celle de l'entrée des réfugiés rwandais à Goma en 1994. J'ai vu des femmes enceintes longer le long de la route, abandonnées à leur triste sort. Des enfants dans les camps qui est nouvellement érigé, le cas de Rushagala, avec des populations de vieillards abattus, effondrés. J'ai eu l'occasion de parler avec ceux-là qui avaient fui à Kichanga pour Mweso, à l'extrême ouest du territoire de Rutshuru, et qui ont à nouveau fui vers Kashuga, Pinga, à la frontière entre Rutshuru et Walikale. Ceux-là sont ignorés de tous et ne sont pas accessibles par les médias ou par les ONG. Leur situation est catastrophique. Vous avez également des populations ayant fui Bambo pour Kishiché, là où il y a eu un massacre en 2022, mais l'ennemi est revenu dans cette agglomération. Les populations ont fui vers Nyanzale. Nyanzale, c'est légèrement près de l'ancienne mine de Somikivu. Des populations sont concentrées là-bas, également loin des caméras, loin de l'accessibilité des ONG. Et malheureusement, même le gouvernement, dans toutes les initiatives prises pour essayer d'apporter une assistance minimale aux déplacés autour de Goma, n'a pas pensé à ceux qui sont à Nyanzale, ni à ceux qui sont à Kashuga Pinga. Bref, au plan humanitaire, Thierry, c'est innommable, surtout lorsque vous vous rappelez que ces mêmes populations déplacées se trouvent à Goma, pour la plupart, déjà au mois de mars 2022, elles ont fui leurs champs de Tchanzu, de Runyonyi, de Tchengerero et se sont concentrées autour de Bunagana. 2 mois après, l'ennemi les a chassés de Bunagana. Ces populations sont toutes descendues jusqu'à Rutshuru Centre, au stade de Rugabo 2. L'ennemi est descendu 3 mois après, en octobre 2022. Les a chassés. Ils ont fui vers une partie vers Lubero, Kanyabayonga. Les autres ont fui vers Kibumba. L'ennemi les a pourchassés. À Kibu de Kibumba, ces populations sont descendues pour vivre dans des camps de Kaembe, de Kanyaruchinya, de Ngangi, au nord de Goma. Mais l'ennemi, en 2023, est entré à Kichanga. Ces populations ont fui de Kichanga vers Kiloliwe, de Kiloliwe à Sake, de Karuba à Sake, et tout dernièrement, février de cette année,
l'ennemi largue des bombes sur Saké, toutes ces populations fuient les camps pour se retrouver dispersés autour des Goma. On comprend donc que la situation humanitaire est dramatique avec cette population qui se déplace d'agglomération en agglomération pour fuir les zones des combats. Le mardi dernier, les Nations Unies et le gouvernement congolais étaient appelés ou avaient appelé la communauté internationale à mobiliser 2,6 milliards de dollars américains pour venir en aide à ces populations. Et en conseil de ministres, le vendredi dernier, le gouvernement a décidé de l'envoi d'une mission humanitaire sur place. Qu'est-ce qui doit être fait et comment ces populations que vous dites abandonnées à elles-mêmes doivent être prises en charge? Il faut rapidement disponibiliser de vivres et de non-vivres de toute urgence, mais également de médicaments de toute urgence. Je pense que c'est simplement au mois de juillet de l'année passée que l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu avait distribué quelque chose aux déplacés qui étaient à Saké et en Zulu. De juillet jusqu'à ce jour, dernièrement, le gouverneur, le nouveau, a effectué une descente pour, dit-il, évaluer le besoin. Et dans l'entretemps. Donc, pour que des moyens soient débloqués du compte du Trésor, eh bien, il faut que ces moyens soient dépêchés sans tarder. On a entendu parler de plusieurs initiatives de solidarité, mais qui ne sont jamais arrivées. Et ce moyen-là, disais-je, en plus de la grande partie des déplacés autour de Goma, ces moyens doivent être répartis de manière aussi à atteindre ceux qui sont à Kashuga, ceux qui sont à Nyanzale, ceux qui sont à Kanyabayonga et ceux qui sont à Kibirizi. Mais au-delà de cela, Thierry, il y a la ville de Goma qui compte désormais une population de loin plus importante que le 2 millions habituellement à compter à ville de Goma. Vous avez tous les habitants, une grande partie d'habitants de Rutshuru, une grande partie d'habitants de Massissi et de Nyiragongo. Et curieusement, l'ennemi a bloqué systématiquement tous les axes de ravitaillement de la ville de Goma à denrées alimentaires. Déjà, depuis le mois d'octobre 2022, le 23, et ses alliés du Rwanda et de l'Ouganda ont bloqué la route Goma, Kibumba, Rutshuru, Kanyabayonga, Butembo. Au mois de janvier 2023, ils ont bloqué la route Goma, Sake, Kibumba, Kanyabayonga, Sake, Kichanga, Kanyabayonga. Et au même mois de janvier 2023, ils ont campé à Mushaki, bloquant donc la route Goma, Sake, Mushaki, Massissi. Et il ne restait pour la ville de Goma que la seule route Goma, Sake, Minova, Bukavu. Pour venir couronner l'asphyxie totale de la ville, depuis février de cette année, l'ennemi a coupé cette axe. Conséquence, le prix des denrées alimentaires a augmenté à plus de 4 fois. La farine de manioc nous vient désormais de la Tanzanie. La pomme de terre nous vient désormais du Kenya. Et dernièrement, le Rwanda a pris une mesure suicidaire pour nous agenouiller sur le plan vital. Des camions appartenant aux importateurs de Goma ont été bloqués à Gisenyi, de l'autre côté de la frontière, au motif qu'il n'y a pas d'entrepôt pour recevoir des tonnes de riz importées par nos opérateurs économiques à Goma. Du coup, la situation, les conditions de vie deviennent intenables. Mais comme si cela ne suffisait pas, malheureusement, même les rares opérateurs économiques qui, au péril de leur vie, prennent le risque de franchir les lignes où se déroule la guerre pour apporter peut-être du haricot ou de ceci, les prélèvements imposés de part et d'autre. Prélèvement des taxes. Les M23, imposés par l'ennemi, on va les rappeler. de tous côtés, malheureusement, Thierry.
Il faut les dénoncer, il faut que le gouvernement les sache et il travaille urgemment. Le M23 prélève par véhicule $520, payable en dollars et en grosses coupures. Mais une fois l'opérateur économique supporte ce calvaire et accède à la zone sous contrôle des forces gouvernementales, on y trouve malheureusement des brebis galeuses qui érigent de barrières ça et là. Et j'ai compté, avant que l'ennemi n'attaque les alentours de Saké, de Kabati, c'est à plus ou moins 15 km largement au sud-ouest de Saké, de Kabati à Mubambiro. Vous n'avez pas plus de 20 km, j'ai compté 8 barrières. Et sur ces 6 barrières, tantôt c'était l'unité qui exige 150 000 par véhicule, ici le même véhicule 200 000, à tout j'ai trouvé que le véhicule paye dans la zone gouvernementale $830 que vous ajoutez aux 520. Imposé par l'ennemi. Donc, Et les transporteurs imposent tout cela aux consommateurs des Goma. ça, c'est donc la situation humanitaire, conséquence de tous ces combats qui se déroulent sur le terrain, situation humanitaire et situation économique également, car la situation sécuritaire sur place a un impact, comme on l'a dit, comme on vient de le voir, et on entend tous les jours à travers les reportages sur la vie au quotidien dans la province du Nord Kivu en général et à Goma en particulier. Mais revenons à présent sur les opérations militaires sur le terrain. Vous avez l'avantage d'avoir circulé autour de Goma. Quelle est la situation là-bas? Et beaucoup se posent la question de savoir, les FRDC ont pour allier sur certains théâtres des opérations l'armée burundaise, des mercenaires roumains, la SADC, la MONUSCO aujourd'hui. Mais comment l'ennemi arrive autant à résister à cette grande coalition? Bonne question, Thierry. Je pense que l'une des erreurs que nous avons commises tous, c'est de penser que nous avions affaire au M23 comme groupe armé. D'ailleurs, en avril 2022, au sommet de Nairobi, on a assimilé le M23 aux autres groupes armés locaux opérant dans la partie est de la RDC. Grave erreur. Les faits aujourd'hui démontrent que l'M23 n'est que l'arbre qui cache la forêt. Lorsqu'on parle de la présence des missiles à Kibumba ou à Kabati sur la route Sake-Kichanga, Des missiles solaires. Ouais. des missiles solaires. Lorsque l'on assiste à l'attaque contre l'aéroport de Goma de la nuit du 16 au 17 dernier, par un drone lancé, selon le gouvernement, à partir du territoire rwandais. Et dans sa déclaration du 18, le Rwanda ne s'est pas caché de face. Nous devons comprendre donc que nous n'avons pas affaire à un petit groupe, mais également, on a du mal à le dire, les rapports que la population de Rutshuru la population de Rutshuru a dénoncé l'entrée au début de ce mois, à partir de la douane de Butogota. Butogota, légèrement en dessous de Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda. Des colonnes sont entrées un samedi, à pleine journée, vues à Rutshuru jusqu'à Tongo. Et ces colonnes des militaires ougandais qui ne savent même pas parler Swahili, ils ne parlent que Kiganda et l'anglais. D'où la présence a été signalée lors de l'attaque sur Kichanga à Mweso. Donc, nous avons affaire à une forte coalition et qui exige une contre-offensive conséquente. Qui doit être mené comment? On ne va pas entrer dans le secret défense, on ne va pas entrer dans le secret des opérations, mais de votre point de vue, en tant qu'acteur politique, ancien élu, on a dit du Nord Kivu, comment la coalition qui soutient l'armée nationale doit-elle s'y prendre? Alors là, j'interpelle la responsabilité du président de la République. Constitutionnellement, il est le commandant suprême des forces armées. Oui. Ma présence sur le terrain m'a amené à admirer le sens de sacrifice
des militaires sur les lignes de front. En dépit des conditions, j'ai été à Saké pendant que j'étais membre de la commission de défense et sécurité, donc j'avais l'avantage de faire des contacts. Et j'ai rencontré des militaires qui, dans des conditions que moi je ne saurais pas supporter, jurent et dire l'ennemi ne nous prendra jamais un seul centimètre carré de notre territoire. Mais, il faut le dire, le commandant suprême doit prendre soin de se rassurer de l'efficacité du fonctionnement de la chaîne de commandement des opérations militaires sur le terrain. J'ai l'avantage je suis du Nord Kivu, de Goma, et donc j'ai vécu la riposte des FARDC contre l'M23 en 2013. Et là, c'était facile pour la société civile, pour la population, pour tous les volontaires, de savoir collaborer avec l'armée. Il y avait un seul général sur toute l'étendue de la province, Feu Baouma, qui assurait l'unité de commandement de Goma à Eringeti, à Beni. Et sous ses ordres, vous avez eu des figures emblématiques comme Mamadou et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, Thierry, je ne sais pas pourquoi on a choisi ça. Le 26 janvier 2023, lors de la chute de Saké, de Kichanga, il y avait 8 généraux à Kichanga. Nous avons présenté un rapport devant la commission de défense et sécurité l'année passée, que l'on comptait autour de 23 généraux rien que dans la ville de Goma. Comment ça fonctionne? Donc il faut absolument unifier le commandement des FRDC pour rendre l'armée nationale plus efficace sur le terrain. Ça s'impose. Vous pouvez constater, vous êtes journaliste, faites une recherche et vous allez voir que finalement, par exemple, dans la zone de Rutshuru, c'est tous les 3 mois que l'on change de commandant du secteur opérationnel Sokolate. Et puis tout ce qu'il y a autour de la conduite des opérations, celui-ci, on lui donne la conduite des opérations dans l'état de siège, demain on le lui retire, on le donne à celui-ci, quelques temps après on le... Mais est-ce que le chef de l'État ne peut pas... Je voyais ça, je le disais, sous Mobutu. Nous avons vu Mobutu descendre à Kamanyola et suivre de très près. Prendre, tu sais, pour terminer, certaines langues disaient d'ailleurs que le bref séjour que le VPM de la Défense a passé dernièrement sur le terrain a eu un effet tel que chacun s'est mis sur sa ligne. Malheureusement, 48 heures après, peut-être pour des obligations de service, il se devait retourner ici à Kinshasa. Mais pourquoi ne pas décider que les deux restent sur le terrain, surveillent de très près et que l'on mette de l'ordre? Le M23 n'est pas invincible, c'est qui le prouve. Hier, le M23 a nouveau largué des bombes contre la cité de Saké. Il y a eu une riposte farouche. Et le M23 n'a pas réussi à entrer. En septembre dernier, les FARDC, aidés par la population, à moins de 12 jours, ont réussi à libérer 22 villages de Kiloliwe à Kichanga. C'était la preuve que les M23 ne sont pas invincibles. Oui, mais quelques temps après, on a vu l'ennemi revenir et les agglomérations que nous avions déjà conquises sont repassées à nouveau sous les contrôles de l'ennemi. Avec tout cela, que peut être l'appui des troupes de la SADC et d'autres alliés de la République démocratique du Congo, d'autres alliés de FRDC? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour soutenir l'armée nationale et bouter dehors l'ennemi? En 2013, la Tanzanie et la République sud-africaine ont surtout apporté un appui aérien. Pour cette présence, à la présence actuelle des troupes de la SADC, cet appui n'est pas encore là. Et c'est l'appui le plus important. Mais au-delà de cela, l'appui que nous attendons des alliés, c'est d'abord des sanctions contre le Rwanda. Comment expliquer que le rapport des Nations Unies établisse que les missiles sol-air dont la présence est signalée sur l'axe Kichanga et à Kibumba appartiennent au Rwanda? En même temps, l'attaque contre l'aéroport est identifiée comme provenant du Rwanda.
Mais tout un sommet de l'Union africaine est clôturé. Aucun pays ne sanctionne le Rwanda. Ouais, c'était justement le prochain point abordé, l'attitude de l'Union africaine, l'attitude de manière générale de la communauté internationale. Vous, en tant qu'acteur politique, vous, en tant qu'opposant, comment la jugez-vous? La communauté internationale nous distrait. Et même ce prochain sommet, Félix l'a annoncé, il y a un sommet autour de Lorenzo, et puis Salva Kiir doit passer par ici. Ce mardi 27, il doit être Kenya, à Luanda. Non, le Rwanda fait la stratégie de talk and fight. Depuis le cessez-le-feu de Luanda, le 6 juillet, après la chute de Bunagana, qu'aucun État partenaire n'a condamné. Le Rwanda et l'Ouganda se sont mobilisés pour intervenir 3 mois après et venir prendre la route Goma-Rutshuru. Personne n'a condamné. Il y a eu le deuxième cessez-le-feu de Luanda, 23 novembre, avec un chronogramme de désengagement d'IM23 et déploiement des forces de l'EAC. Pendant ce temps-là, l'ennemi se réorganise, exploite, profite de ce cessez-le-feu et 2 mois après, 26 janvier, l'ennemi coupe l'axe Goma-Sake-Kichanga et l'axe Sake-Mushake-Masisi. Donc, à chaque fois que l'on parle d'un sommet, c'est pour essayer d'endormir la RDC, amener la RDC à abandonner, à lâcher de sa vigilance. Et j'ai suivi le président de la République dire apparemment la promesse de la réaction à la moindre escarmouche n'est plus démise. Désormais, on privilégie, on donne la chance à toutes ces initiatives. Dans l'entretemps, hier même, l'ennemi lance l'attaque à partir de 3 lignes de front contre la cité de Sake et l'arc de Bon. Donc pour moi, l'attitude de la communauté internationale sert simplement à nous endormir. Lorsque l'on compare les réactions de l'Union européenne, des États-Unis, autour en faveur de l'Ukraine contre la Russie, on compare l'attitude de ces mêmes blocs d'États autour d'Israël, dans la crise Israël-Palestine. Ouais. Et on compare leur attitude vis-à-vis du Rwanda et de l'Ouganda. Vous comprenez que notre pays ne peut compter que sur la résistance de sa propre armée, de sa propre population. Que doit faire notre diplomatie concrètement? Notre diplomatie a beaucoup de failles. Et c'est le moment de les dénoncer. Beaucoup de failles, que ce soit au sommet de Luanda, même de Nairobi. Lorsque vous lisez les contenus des différentes feuilles de route qui ont été signées, vous vous rendez compte que c'est la thèse du Rwanda qui est vite attendue et retenue sur l'agenda de ces différents sommets. Parce que notre diplomatie, de mon point de vue, ne dépêche pas des personnes ayant la maîtrise des dossiers. Le narratif est en train de changer. Contrairement à l'année dernière, lorsqu'il est venu ici, le président Macron, on a entendu son pays, la France, condamner clairement le Rwanda et lui demander de retirer ses troupes de la RDC. On a entendu les États-Unis le dire ouvertement également. Ce n'est pas... C'est pour essayer de caresser, dans le sens du poil, la RDC. Le seul langage que le Rwanda comprend, c'est le langage des sanctions économiques. Il y a eu sanctions financières, sanctions économiques contre le Rwanda en 2013. Et le Rwanda a retiré sa main. Mais aujourd'hui, il faut faire semblant, donner l'impression que l'on n'a pas abandonné la RDC pour éviter ce qui se passe au Niger, au Burkina. Il faut donner la bonne face. Mais en même temps aussi, il y a des accords avec le Rwanda, comme le fameux accord autour de l'exploitation. Le mémorandum d'entente sur le développement des chaînes de valeur durables pour des matières premières critiques et stratégiques, signé justement la semaine dernière entre l'Union européenne et le Rwanda. Que vous n'avez pas dénoncé, vous, de l'opposition. Hein. Le gouvernement, sur ce point, se retrouve pratiquement seul à parler, alors que s'il s'agissait de quelque chose à charge du gouvernement, vous auriez crié. Nous avons dénoncé aucun Congolais. Le MOU, vous ne l'avez pas dénoncé. Non, nous l'avons dénoncé. Vos oppositions. Nous l'avons dénoncé. On n'a pas vu un communiqué, on ne vous a pas entendu en parler assez en tout cas. Bon, en tout cas,
plusieurs manières, nous ne cessons de hausser la voix pour dire, en fait, c'est une prime à la guerre. On sait que le Rwanda n'a aucune de ses ressources dans son sous-sol. On sait que le Rwanda tire ses ressources par groupes armés interposés dans la partie est de la RDC. On donne donc une prime à la guerre pour l'encourager à entretenir la guerre au fait d'obtenir ses ressources. Mais c'est là aussi que nous devons comprendre que la guerre qui nous est menée, elle est totale et que nous devons créer les conditions nécessaires pour la gagner. Des conditions de renforcement de la cohésion nationale. Et cette cohésion a été détruite l'année passée, notamment par des discours de campagne. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement aujourd'hui? Vous êtes secrétaire général adjoint de l'ECID, renforcement de cohésion nationale. L'un des vôtres a récemment parlé de dialogue. Dans le camp de Moïse Katumbi, on parle aussi de plus en plus de dialogue. Est-ce que votre leader, Martin Fayulu, est prêt, au nom de cette cohésion nationale qu'il faut renforcer, à rencontrer le président de la République pour en discuter? Martin Fayulu, c'est l'un des Congolais qui ont toujours été à la première ligne du combat contre la balkanisation et qui plaide pour la construction de la cohésion nationale. Il y a eu plusieurs facteurs de frustration depuis 2019 jusqu'à ce jour. Les discours de calomnie qui ont été tenus dans la campagne de 2019 contre plusieurs acteurs. Est-ce que l'on peut se rencontrer et dire comment nous lavons les linges sales? Nous avons un front diplomatique pour lequel chacun doit apporter sa contribution. Mais vous ne répondez pas à ma question. Malgré tout ce qui s'est passé depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Martin Fayulu est prêt, au nom de la cohésion nationale, pour bouter l'ennemi hors de notre territoire, à rencontrer Félix Tshisekedi? En tout cas, si les conditions sont créées. Quelles conditions? Vous trouvez une personnalité congolaise neutre, à mesure de réunir tous les deux cas, et que ça ne se fasse pas de nuit nuitamment. Solennellement, Cardinal Ambongo ou je ne sais que d'autres, nous avons des figures qui font confiance dans notre pays. Martin n'est pas rancunier pour ne pas rencontrer Félix, ce sont les enfants d'un même père, Fétienne, et donc ça ne pose aucun problème. Est-ce que pour échanger avec Félix Tshisekedi, Martin Fayulu a forcément besoin d'un médiateur? Oui, Thierry. Ne banalisons pas, ne faisons pas le déni de réalité. Martin, c'est un homme ouvert, mais son ouverture exige que l'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous garantir que dans l'avenir, cela ne se passe plus? Non seulement Martin, j'ai parlé avec des amis du cas Katumbi. Katumbi qui s'est dit blessé par tous ces discours qui ont été tenus contre lui pendant la campagne. C'est un Congolais et qui a une opinion aussi bien au niveau national qu'à l'international dans la diplomatie. Pourquoi, alors que nous sommes menacés par cette coalition, nous préférons nous maintenir dans les divisions alors qu'il est possible de laver des linges sales? Donc, pour ce qui nous concerne, à l'ECID, la Mouka avec Martin, eh bien, Martin l'a dit à maintes reprises, il a pardonné pour tout ce qui est arrivé en 2019. Malheureusement, au lieu que l'on se parle et on prenne des dispositions pour que plus jamais cela ne se répète, on prend plaisir à multiplier des actes qui brisent la cohésion nationale et comme pour faire les lits de l'ennemi. Jean-Baptiste Kassekwa, tout cela, vous aurez pu l'évoquer davantage, porter la voix des habitants de votre circonscription électorale, on va dire Goma, circonscription qui vous a porté et amené à l'Assemblée nationale lors de la précédente législature. On ne voulait donc pas, Martin Fayulu, de vous avoir privé de la possibilité de ce deuxième mandat qui vous tendait les bras comme député national? Non, si j'ai soutenu la décision prise par la Mouka, c'est parce que j'avais eu suffisamment de temps pour en discuter avec Martin, discuter des tenants et des aboutissants. Et donc, parce que nous avons eu le temps d'en discuter, eh bien, j'ai décidé d'assumer. C'est pas parce que Martin
a initié la décision que j'y ai altérée, mais j'y ai altéré par conviction. J'ai eu toutes les raisons valables pour estimer que, pour moi, le chemin convenable. Je ne suis pas un homme à changer de veste du jour au lendemain pour que, sans conviction, j'adhère à telle ou telle autre formation politique simplement pourvu que j'ai les mandats. Non, j'ai estimé qu'en âme et conscience, il fallait que j'assume. Oui, mais avec le recul aujourd'hui, à froid, comme on va le dire, est-ce que les Sidé, est-ce que Lamouka Fayoulou n'a pas fait une erreur politique en ne présentant pas ses candidats aux législatives nationales comme provinciales? Alors, il y a même des formations qui ont présenté et qui n'ont aucun élu. Il y en a d'autres qui ont présenté, qui ont des élus, comme Ensemble pour la République. Dans quelles conditions? Mais ils ont eu des élus. Au niveau des assemblées. Mon collègue député honoraire, Délice Sanga, Claudel Loubaya. Claudel Loubaya n'a pas postulé. Délice Sanga, son parti n'a pas atteint les seuils, selon les chiffres rendus publics. La question n'est pas en rapport avec les autres. La question, c'est vous. Est-ce qu'avec le recul nécessaire aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte que ne pas aligner vos candidats était une erreur politique? Alors, l'ECD va en Conseil national d'ici le 1er mars. C'est là que nous allons débattre froidement de toute la question. Nous avions déjà, en juillet, avant même d'annoncer la décision, mis en place une commission dont j'étais le président pour présenter les avantages et les inconvénients de notre décision. Mais nous avons estimé qu'il était plus impérieux pour nous d'assumer cette décision-là. Nous allons à conseil pour l'évaluer. À la fin du conseil, je pourrai revenir pour apporter les éléments de réponse nécessaires. Vous avez évoqué tout à l'heure, pour revenir aux opérations militaires, la complicité supposée, annoncée, dénoncée, même par une frange de la société civile du Nord Kivu, de l'Ouganda. Parce que, et Julien Paloukou l'a dit avant vous, des troupes ainsi que du matériel militaire entrent dans les zones occupées par les terroristes du M23 par la frontière entre la RDC et l'Ouganda. On a parlé de Bunagana. Que doit faire le gouvernement congolais vis-à-vis de l'Ouganda, dont l'armée soutient les opérations contre les ADF à Beni comme en Ituri? Le gouvernement doit sortir de l'hypocrisie. Non seulement le gouvernement, et nous tous comme Congolais. Thierry, le premier bénéficiaire de la guerre du M23, c'est l'ADF. Vous vous souvenez que la résurgence du M23 est signalée en novembre, soit 5 ou au 6e mois de l'instauration de l'état de siège contre les ADF. Depuis lors, l'attention, les caméras, Dieu merci, le Top Congo qui fournit un effort pour continuer à alerter sur ce qui se passe à Beni, à Ituri, mais l'attention de l'opinion nationale, l'attention de la communauté internationale s'est détournée de cette crise pour laquelle l'état de siège a été instauré pour se focaliser sur la crise du M23. Dans l'entretemps, lorsque nous avons comparé les chiffres des nombres de personnes tuées pendant l'année 2022 par les ADF, nous avons trouvé une moyenne de 416 personnes tuées par mois dans cette zone de Benirum. Et plus personne n'a pas, non seulement au plan médiatique et de l'opinion internationale, mais également l'armée a été obligée de retirer des effectifs importants de cette zone pour renforcer le front de Rutshuru, de Goma, parce qu'il me semble que la sécurité du territoire prime finalement sur la sécurité des personnes, la sécurité du pouvoir, parce que... On sécurise les territoires pour sécuriser les personnes. Malheureusement, nous constatons que ce n'est pas ce qui se fait. On préfère dégarnir Beoumanyama, on dégarnit la zone Eringeti, on dégarnit la zone entre Irumu et Beni. Elle est libre. Vous interpellez donc les autorités pour... Donc, pendant ce cas-là, lorsque les ADF tuent librement, la présence des Ougandais est de plus en plus légitimée dans l'opinion publique congolaise, au point que dans la zone de Beni, c'est un tabou que de dénoncer
la complicité ou le soutien de l'Ouganda au M23. Monsieur Kassé, je sais que vous êtes opposant, mais reconnaissez qu'en termes de chiffres, depuis un certain temps, le pourcentage des tueries a baissé dans la zone dans la région de Béni. Le mois de janvier, Thierry, la société civile a dénombré 83 personnes tuées en un mois. Ça signifie qu'ils ont observé une accalmie à un moment donné, comme d'habitude, mais depuis janvier, la semaine dernière, et pendant que nous parlons, les enseignants de la commune d'Oicha, le chef-lieu de territoire de Béni, sont en grève. Parce que parmi les 9 personnes tuées dans les périphéries de Béni, de Oicha, parmi eux figurait un enseignant. Et donc, l'ennemi a repris, n'est-ce pas, d'intensité. Il a semblé observer une pause avec le déploiement de l'armée ougandaise dans la partie frontalière entre l'Ouganda et la RDC. Mais maintenant, l'ennemi reprend des tueries dans la zone entre Béni et Ringiti, dans la zone entre le territoire de Béni et Mambasa. Et donc, nous ne pouvons pas nous frotter les mains. Rien ne nous rassure que l'ennemi a été neutralisé. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez espoir avec ce que vous avez vu de positif sur le terrain concernant la capacité de résilience de la population dans toutes ces régions encore sous occupation de l'armée régulière à travers la force des frappes de l'armée nationale? Est-ce que vous avez espoir que nous gagnerons cette guerre? Ce qui est évident, le plan de l'ennemi de balkaniser la RDC ne réussira jamais. Les populations de Goma, les populations de Sake, j'ai rencontré un habitant de Sake qui me dit Sake, c'est comme les Cuba. Qu'importe l'armement avec lequel le Rwanda ou le M23 va venir, et puis comme les États-Unis menacent les Cuba, Sake ne tombera jamais. Et la preuve, c'est que depuis le 8 jusqu'à ce jour, non seulement l'armée apporte du soutien, mais des jeunes fatigués par des conditions de vie, dans des cas de déplacer autour de Goma, décident de rejoindre les lignes de front. Les Wazalendo. Des mamans, des jeunes filles. Ce matin, on me parlait d'une jeune fille qui quittait le camp de Rushagala, fille de 16 ans, qui dit à ses parents, je préfère mourir sur la ligne de front plutôt que de mourir de faim dans le cas de déplacer. Donc, considérant la détermination des Congolais, le Rwanda, le M23, l'Ouganda peuvent se rassurer qu'ils ne parviendront jamais à balkaniser la RDC. Mais la grande responsabilité revient à l'État congolais. Comment le gouvernement soutient la résilience de ces populations qui, depuis Tchanzu jusqu'à ce jour, ont refusé de composer avec l'ennemi? À chaque fois que l'ennemi avance, ces populations préfèrent fuir. Mais également, ces Wazalendo, comment on les organise? Comment on apporte un appui minimal? N'ayez pas honte, n'est-ce pas, de soutenir la bravoure de nos jeunes de manière conséquente, parce que depuis que ces guerres ont commencé, n'était leur bravoure, eh bien peut-être que le plan de balkanisation se serait déjà réalisé. Et donc, il y a du positif, mais également, moi j'ai rencontré un militaire à Béni. J'étais à présence du ministre, de l'ancien ministre de la Défense Gilbert, un colonel FATC qui jurait. Il disait, monsieur le ministre, mettez-nous à l'épreuve. Nous sommes en mesure de mettre fin à cette guerre des ADF à moins de 6 mois. La part de responsabilité, c'est au gouvernement qui ne semble pas faire signe d'une volonté réelle au-delà des discours, et surtout le gouvernement et le commandant suprême qui n'assainit pas assez la chaîne de commandement dans laquelle lui-même avait dit qu'il y avait de la magouille, il y avait des gens qui ont fait de la guerre une mafia. Dernièrement, on a même parlé du rétablissement de la peine de mort parce qu'on se rend compte que cette mafia-là existe et travaille contre la République. Cette responsabilité incombe au commandant suprême des FARDC parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs.